comme un serpent qui se faufile, un soldat bien camouflé. Aussi visible que le fil qui va te servir à pêcher. Comme la bactérie si petite qui sait se faire oublier. Ou bien le dealer de shit qui passe entre les policiers. Attention, attention, les loups sont de retour. Des croix gammées en pendentif. Attention, attention, j'entends comme un bruit sourd. Sous les chemises, sous les soutifs. Attention, attention, ces hommes ont le pas lourd. Eux, c'est l'intolérance qui kiffe. Attention, attention, et j'appelle au secours. D'arabe, plus de noir, plus de juifs. Comme un virus microscopique, mais qui pourrait engendrer la pire des catastrophes éthiques si on le laissait entrer. Comme un score à 30% qui arriverait dans nos gueules et qui ferait couler le sang, il laisserait la France seule. Attention, attention, si vous lâchez les loups, La haine cachée pour apaiser. Attention, attention, ils vont devenir fous. La fausse douceur pour nous baiser. Attention, attention, alors tenez le coup. Alors français n'aurait jamais. Attention, attention, ne leur donnez pas tout. La cage aux salauds déguisés. Comme une mine prête à sauter sur une plage où jouent des enfants. Une mine qu'ils ont posée il y a 75 ans. Ils sont de retour aujourd'hui déguisés en républicains. Il y a Adolphe qui les suit, qui n'est jamais parti très loin. Attention, attention, barrez-leur le chemin. Avec Mein Kampf caché sous le bras. Attention, attention, pensez à vos gamins. Ils avancent cachés comme des rats. Attention, attention, les loups ne sont pas des chiens. Trop bronzés, trop maigres ou trop gras. Attention, attention, Hitler n'est pas très loin. Si t'es pas comme eux, gare à toi. Aline Isserman, bonjour. Bonjour. Je suis très content de parler avec toi parce que je t'admire beaucoup. J'admire ton courage en fait, ton courage de L'ombre du doute, ce film qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir à partir de ce soir sur carl0.tv. C'est un film très courageux parce qu'à l'époque, la pédocriminalité, c'était pas tellement un sujet dont on parlait notamment au cinéma. Et d'ailleurs, tu l'as payé extrêmement chèrement, ce film, puisque tu as été cueilli par des critiques plus que fraîches, et maintenant, en plus de pote à toi, plus ou moins, puisque tu as quand même commencé ta carrière à Libération. Alors, on sait qu'il y avait certains pédophiles à Libération, ils ne l'étaient pas tous,
Mais tu aurais pu t'attendre à ce qu'ils te soutiennent un peu. Et pas du tout, tu t'es fait démonter à tel point qu'après, eh ben, les portes du cinéma se sont fermées pour toi et tu as fait ta carrière finalement à la télé. C'est incroyable. Tu as été blacklisté, quoi. Alors, est-ce que tu peux me raconter, parce que là, il n'y a que moi qui parle, mais je suis tellement content de t'avoir. Euh, Est-ce que tu peux me raconter d'abord la difficulté à monter ce film, puis sa sortie et cette cabale contre toi? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas que le cinéma, il y avait la presse aussi. La presse française était une des presses qui consacrait le moins de lignes sur la maltraitance envers les enfants et sur les crimes sexuels. Déjà. Et en effet, moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet parce que la maltraitance envers les enfants m'intéressait au plus haut point et que je connaissais. J'avais des amis qui étaient thérapeutes et qui travaillaient sur le sujet des crimes sexuels. Et donc voilà, enfin, bon. J'ai commencé à écrire un scénario, j'ai fait une longue enquête. J'ai travaillé pendant 3 ans pratiquement. J'ai 3 ans d'enquête, je suis allée voir pas mal les gens de la BM de Paris, la BM de Bordeaux, la BM de Nanterre, la brigade des mineurs, hein. J'ai travaillé avec des juges d'enfants, avec des éducateurs, avec des thérapeutes, avec des présidents d'assises, etc. Ça, voilà. Et c'est vrai. Et, bon, il y a une chose, par exemple, je me serais toute ma vie. Je pense que je peux pas dire son nom, mais c'est un commissaire qui est devenu très célèbre après, parce qu'il a eu des très gros dossiers. Et mais il avait changé. Il n'était plus à Nanterre, mais à l'époque, il était à Nanterre. Et il me dit, donc je lui raconte, voilà pourquoi je veux faire ce film, le sujet. Et il me dit, bon, je vous enferme dans mon bureau. Il a sorti des dossiers des étagères, il les a posés sur le bureau, 2 dossiers. Il m'a dit, bon, je vous ai pas vu, vous n'êtes pas là. Je pars déjeuner, me dit-il, et il m'enferme à clé dans son bureau. Et là, ce que j'ai lu, même à mes amis thérapeutes qui ont entendu de toutes les couleurs, même ça, je ne le raconterai jamais et je ne l'ai jamais raconté à personne et je le raconterai jamais à personne. Ça dépasse l'entendement. C'est terrifiant. Donc, les tortures et les souffrances qu'on impose aux enfants sont terrifiantes. Et alors, quand j'écrivais le scénario, le plus difficile pour moi, en fait, c'était d'admettre que cet enfant était sous un couvercle. C'est-à-dire, moi, j'étais plutôt une enfant battue, giflée, mais pas une enfant abusée. Et moi, je me suis battue, moi, je me suis défendue. J'ai tapé sur mon père, enfin voilà. Tandis que il fallait que je comprenne que les enfants abusés, et là, ça se passe pas comme ça. Que les enfants abusés n'ont pas ces moyens de défense-là et ont plutôt un couvercle sur la tête. Et c'était plus difficile pour moi quand j'écrivais mon scénario, c'était que l'héroïne, moi j'avais envie de la faire exploser, donc Dieu et sa mère, partir en courant, piquer des colères. Non, pas du tout. Et ça a été le plus dur pour moi à apprendre, c'est en effet dans quel état de soumission psychologique et physique sont les enfants abusés. Et qu'en effet, la plupart du temps, ils ne se révoltent ou ils ne commencent à agir que quand c'est le petit frère ou la petite sœur qui est en danger. Mais pour eux-mêmes, non. C'est beau parce que tu continues à parler des enfants et à défendre les enfants, alors que tu t'es pris vraiment une volée de bois vert et que tu en as souffert toute ta vie finalement de ce film, L'ombre du doute. Oui, c'est-à-dire que bon, mais même déjà quand j'ai fait le destin de Juliette sur la violence conjugale, il y a eu des tricheries à Cannes et il y avait 2 mecs du PC qui ont dit que je faisais un portrait réactionnaire de l'ouvrier parce que c'était un chouinot qui tapait sur sa femme. Quand j'ai fait le film L'amant magnifique, il y avait beaucoup de scènes d'amour. On m'a dit que c'était un film dégoûtant qui représenterait jamais la France à l'étranger, alors que c'était vraiment un amour de partage panthéiste. Et L'ombre du doute, alors là, non, j'imaginais pas. J'imaginais pas que ça allait être à ce point-là, que j'allais, mais que je n'imaginais. Hélas, comme j'étais dans un milieu, mon milieu qui est un milieu de gauche, et et que en effet, j'ai fait partie des gens qui avaient travaillé à l'IB, mais je m'étais beaucoup éloignée des gens de l'IB, et que autour de moi, il y avait des gens, il y avait encore des gens pour qui, bon, on se souvient en mai 68, les slogans, c'était « il est interdit d'interdire ». Et il y en a qui l'ont pris à la lettre. Et voilà. Et donc, en effet, il y avait autour de moi des gens dangereux. Je m'en étais pas rendu compte.
autant dans le cinéma que dans l'entourage. Et je me suis retrouvée avec des gens très proches qui ont eu accès finalement, enfin, qui sont même venus sur le tournage. Et j'ai été en effet menacée de mort. Des gens qui étaient proches de beaucoup de journalistes. Et il y a eu une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'on a commencé à dire que j'étais folle et dangereuse. Pourquoi j'étais folle? C'est parce que, soi-disant, je disais que tous les hommes étaient des pédophiles. Bien sûr, je n'ai jamais dit ça. Mais par contre, ce que j'avais dit, c'est que partout où il y a des enfants, il y a des pédophiles. Les pédophiles, ils sont dans tous les métiers où il y a des enfants. Ils sont chauffeurs de car, cuisiniers dans les cantines, profs, éducateurs, psychologues, fonctionnaires à la DAS, compte vacances, médecins, profs. Voilà, partout où il y a des enfants, c'est là qu'on trouve les pédophiles, bien sûr. Mais pour quelle raison ces gens-là, avec qui tu étais censé être ami, t'ont démoli à ce point à la sortie du film? Quand tu as lu, C'est-à-dire que bon, je vais peut-être pas forcément dire son nom, mais par exemple, un journaliste très connu de Libération a écrit à la sortie de mon film: Aline Serman, la nouvelle bonne sœur de l'ordre moral, voudrait nous faire croire que les enfants sont purs et innocents. Voilà. Gérard Lefort, on peut dire son nom, c'est Gérard Lefort. Voilà. Honte à lui, honte à lui. Et honte à lui, et personne n'a branché. Personne n'a branché. On trouvait ça normal. Ah C'est bah à exactement. l'époque, il donnait le là, Gérard Lefort. C'était lui qui. Et à l'époque, il était de bon ton de dire bon, après tout, ce sont des amours comme d'autres. C'est ça qui est quand même fou quand on Bien lit. sûr, elle n'était pas dénoncée, puisque même il y a quelqu'un, mais voilà, je préfère pas dire son nom quand même, qui a dirigé les pages culture de Libé. Tout le monde savait ce qu'il allait faire en Tunisie et au Maroc. Et une partie de ces gens-là avec SIDA en plus. Donc ils ont contaminé des enfants. Mais évidemment que tout le monde savait. Mais tout le monde fermait sa gueule. Et ta force, c'est de l'avoir ouvert au travers de ce film. En plus, tu as choisi Alain Bachung, qui, ça devait être compliqué pour lui de jouer le rôle de. Parce que c'est véritablement une ordure dans ce film. Il est ignoble. Il est, et en effet, il est terrible, mais en même temps, ce que je montre à la fin, c'est que lui aussi est une ancienne victime. Ça n'excuse rien. Hein, mais moi, je voulais à son pas finir le film. On disait, ah, ça y est, voilà, on a trouvé le coupable. Déjà, de toute façon, lui, il n'arrive pas à dire ce qu'il a fait tant qu'il n'arrive pas à dire ce qu'on lui a fait. Et ça, Oui, c'est très fréquent. ça c'est très fréquent, mais en même temps, il l'utilise aussi au tribunal, les pédophiles. C'est-à-dire de dire, ah ben j'ai moi-même été victime, donc faut avouer à moitié pardonner. Tu vois, c'est un peu facile. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a certains avocats qui ont eu peur qu'on fasse, en effet, qu'on s'intéresse à la vie traumatique de l'agresseur pour qu'on se serve de ça, de ces traumatismes, comme pour atténuer ses responsabilités. Non. Non, bien sûr, ça n'empêche pas ça n'empêche pas ni les traumatismes sur les victimes, ni leur responsabilité. Mais ça peut éclairer pour la prévention, parce qu'on ne peut pas continuer à être aveugle et sourd. Moi, j'appelle ça, j'ai inventé ce mot, j'appelle ça le syndrome de Dracula. Voilà, parce que bien sûr, la majorité des anciens enfants abusés ne deviennent jamais des abuseurs, mais par contre, pratiquement la majorité des abuseurs sont des anciens enfants abusés. Donc, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, faut que ça s'arrête. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup de prévention. On n'en prend pas le chemin en ce moment. Ça, oui, je sais pas. Oui, non, mais j'étais, mais il y a des gens, mais moi, je sais qu'en effet, quand j'étais plus jeune, j'étais terrifiée, terrifiée parce que j'entendais dire autour de moi ce qui se passait, comment on défendait l'indéfendable. Et, et alors que, par exemple, aux États-Unis, le film a été accueilli avec vraiment un tapis rouge, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, la presse, ils étaient déjà beaucoup plus en avance. C'était pas tabou ni en Angleterre ni aux États-Unis de dire que Lewis Carroll avait eu avait fait des photos très étranges sur les petites filles qu'il avait photographiées. Et parce qu'en France, on ne pouvait pas dire ça. On était vraiment tordus de dire des choses pareilles, on était pris mal tourné. Et
Et moi, j'ai vu, à un moment donné, je collectionnais, mais bon, je crois que j'ai perdu cette horrible collection, que ça soit dans Elle, dans Marie-Claire, dans les journaux de mode, je collectionnais les photos, soit de mode, soit de pub, hallucinantes. J'ai vu des trucs hallucinants, où tu vois des mannequins qui ont l'air d'avoir 14 ans, et avec les yeux cernés, jambes écartées, sur un vieux lit en fer, avec un sac à main Dior, pour faire des pubs de sac à main. Bah, c'est ce qui vient encore de se passer avec Balenciaga. Tu as suivi Ah cette bon? histoire? Non, non, j'ai pas suivi. Ah, des publicités clairement pédophiles et ça a fait un tollé. Ils les ont retirées en s'excusant. Mais Euh, c'est hallucinant, tu ne le vois pas. les enfants entourés d'objets ASM. Oh, C'était mais non. très, très étrange. Non, mais et ce qui est hallucinant, c'est que ça leur saute pas aux yeux, qu'ils se disent, bah non, quand même, on va pas faire ça. C'est, Et toi, après la sortie du film, tu as mesuré à quel point tu avais commis le crime de lèse-majesté en parlant de pédophilie? non, je me rendais pas compte. Alors, attention, c'est un film sur l'inceste. Mais en effet, bon, alors, parce que les pères incestueux, mais ça dépend. Il y a tellement de sortes de pères incestueux. Il y a des pères incestueux qui sont très casaniers, qui de toute façon n'iront jamais abuser de personne d'autre que leurs enfants. Mais il y a des pères partouzeurs qui abusent de leurs enfants et qui abusent d'autres enfants. C'est assez, on peut pas dire qu'il y a un genre. On voit de tout. Tu Et sais, le film est de 92, 93. 92. Voilà. Et donc, à l'époque, Bah, il est sorti en 93. il n'y avait Mmh. pas Internet. Donc, il n'y avait Non. pas la possibilité de filmer ses propres ébats avec ses propres enfants pour après les repasser à d'autres amateurs qui repassent eux-mêmes leurs propres vidéos et ainsi de suite. Le système avec la cyberpédocriminalité, il s'est installé presque dans les mœurs. Oui, enfin, ça existait déjà, parce que moi, je me souviens, mais je l'ai rencontré qu'une fois. J'ai rencontré Serge Garde, dont que tu dois connaître. Oh bah, qui est mon meilleur ami. Voilà, avec toutes ces histoires de CD. J'ai essayé de suivre de près ce dossier vertigineux. Zandvoort. Le dossier de Zandvoort. Eh ben, je te recommande la vidéo qu'on a fait avec Serge Garde qui dure Ah, d'accord, il s'appelle d'accord. Le fichier de la honte, dont je vais mettre le lien, tiens, dessous, sous notre petite vidéo du jour. Et, Et par la mais suite, mais c'est vrai, alors, juste pour finir de répondre à ta question, c'est vrai, et ce n'est pas de la parano. Il y a des gens qui étaient proches de moi, dont je ne me suis pas méfiée, qui avaient, voilà, et qui étaient en lien avec les milieux journalistiques, qui ont vraiment fait la terre brûlée. On m'a vraiment fait passer pour une folle, et je n'ai plus, jamais plus, c'est-à-dire que je n'existais plus comme cinéaste. J'étais vraiment une folle, une hystérique. J'étais blacklistée en effet. Le CNC, le téléphone n'a plus jamais sonné chez moi. Et donc, j'ai voulu après faire un film sur le démantèlement d'un réseau de pédophilie, un polar. Je me suis dit, bon, j'ai pris frontalement les gens, peut-être que je les ai pris trop frontalement, alors on va faire un polar, un vrai film noir et en même temps d'action, etc. Mais alors là, on m'a dit, ah non, 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 là, ça suffit, vous avez déjà assez emmerdé avec l'ombre du doute. Donc, ben, je suis allée travailler à la télé parce qu'il fallait absolument que je mange et que je fasse manger mon fils. Et parce que je ne pouvais plus, non, je ne pouvais plus travailler. ton fils qui est dans le film d'ailleurs, qui est tout petit Ouais, et qui est très bon, c'est très marrant. il est formidable. Ah ouais. Le Et petit frère de la petite fille. de Sandrine. Et pour parler de Alain, Alain, il a été formidable pendant le film, formidable. Et la première fois que je l'ai rencontré, enfin, d'abord, il a lu le scénario. J'ai rencontré juste une fois, je lui ai donné le scénario. Et après, on s'est revus. Je me suis dans un café près enfin, sur les quais. euh, et puis, je lui ai dit, quand même, je lui ai dit, mais Alain, au début, on se voyait. Je lui ai dit, mais parce qu'il me dit qu'il était d'accord pour faire le film. Et je lui dis quand même, est-ce que vous vous rendez compte que quand même, en faisant ce film et en acceptant ce rôle, vous prenez des risques? Et il m'a regardé, il m'a dit, le seul risque que je prends, c'est de faire un bon film. Je me souviens d'un épisode à Nulle part ailleurs avec Philippe Gildas où tu étais invité pour ce film. C'est l'époque où j'étais à Nulle part ailleurs, donc c'est ces années-là, 93. Et bizarrement, tu n'as pas pu accéder
au plateau, tu es resté dans le public. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je devais venir sur le plateau, d'autant plus que Philippe Gildas aimait beaucoup mon travail. Et au moment où je devais aller sur le plateau, on m'a dit non, 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 mettez-vous dans les gradins. Et on m'a mis avec derrière Philippe Gildas, comme ça il ne pouvait pas me voir, et en haut des gradins, donc le plus loin possible du plateau, et avec un garde du corps à côté de moi. J'étais en bout de gradin, et à côté de moi, assis à côté de moi, un garde du corps balèze avec un talkie-walkie. Et je n'ai pas compris. Je pensais que c'était un garde du corps qui était là pour garder en général, enfin, surveiller le public. Mais il me coinçait bien. Et j'ai réalisé petit à petit, mais j'étais trop timide en plus. C'est-à-dire qu'on est en situation, c'est tellement dingue, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et je n'avais pas le droit de bouger. Et en effet, Philippe Gildas disait, parce que Alain Bachung n'est pas un grand bavard, donc il avait un peu du mal à parler du film. Et Philippe Gildas a dit carrément, c'est dommage qu'Annie Serman ne soit pas là pour nous en parler. Et j'étais à 3 mètres derrière lui et j'avais pas le droit de bouger. Et j'étais trop timide pour gueuler, pour dire, mais attendez, je suis là. Là, on m'empêche de... Parce que, avec courait ce bruit dans Paris, puis j'étais une femme, donc franchement, et c'est très, très facile de faire dire que une femme est une hystérique, une folle, une sorcière, quoi. C'est impressionnant. Ça montre à quel point la censure, tu vois, était présente quand même. C'est complètement fou. Ils avaient peur que tu ouvres ta gueule en direct à nulle part ailleurs. Alors, mais Philippe Gildas n'était pas au courant. Hein. Non, C'est oui. cette ambiance et l'attachée de presse s'est fait complètement phagocyter. Je me souviens, me demande pas qui c'est, peu importe. C'était la production de Nulle part ailleurs qui a jugé que tu risquais de te mettre à parler ouvertement, clairement, devant des centaines de milliers de personnes, ou peut-être 1 million à l'époque, de pédophilie, d'inceste, et que c'était insupportable. Et je peux juste dire une info, je le dis, une des personnes qui a le plus milité contre mon film et qui a vraiment été voir tous les journalistes pour dire que j'étais, enfin, les journalistes d'une certaine presse, la presse de gauche, hélas, que j'étais complètement folle. Cet homme-là, c'est lui qui avait créé, je crois, un des premiers qui a créé l'association des papas divorcés, qui était en fait un panier de crabes de pédophiles. On peut dire son nom? Non, 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 s'il te plaît, non. Alors, je ne le dis pas non plus. Non, 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 non. Mais, bien entendu, nos amis internautes feront leurs recherches. Bon, peut-être. Oui, c'est sûr. Mais... Ça, c'est sûr. Ça, je te fiche mon billet. Dans les commentaires, d'ici une demi-heure, il y aura tous les noms. Parce qu'à l'époque, il y avait toute une mode, je ne sais pas si tu te souviens, cette association, les papas divorcés, tout d'un coup prenaient le pas, disant voilà, les enfants, on leur bourre le mou, les thérapeutes leur créent de faux souvenirs, etc., etc. Ah, le fameux SAP qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, alors qui maintenant s'appelle, ils n'ont plus trop le droit d'en parler, donc ils disent le syndrome de Munchausen, comme le baron, mais rien à voir avec le baron. Mais ça n'a rien à voir, le syndrome de Munchausen, c'est pas ça. Si, c'est une mère déviante qui non. Qui maraboute son fils et qui lui fait dire ou sa fille, et qui lui fait dire des horreurs sur le père. Et c'est ça qui... Le syndrome de Munchausen, c'est pas ça. Ce sont des mères qui rendent malades physiquement leur enfant, même en le faisant risquer d'être très très malade, même de risquer leur vie. C'est pas ça, mais comme le SAP n'est plus reconnu, d'accord, et qui n'est pas dans le DSM, eh ben du coup, c'est devenu ce syndrome-là qui est utilisé par la défense des papas en détresse. Et pourtant, on sait qu'un enfant jusqu'à au moins l'âge de 6, 7 ans, 8 ans ne peut pas mentir. Et il y a des choses qui ne s'inventent pas. Bien sûr. Et tu vois, par exemple, bon, ça va être un peu sinistre, je m'en excuse, mais dans mon scénario, il y a une scène que j'avais écrite, je ne l'ai pas filmée. Et c'est partie d'une histoire vraie parce que comme j'ai beaucoup enquêté, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et c'est une histoire vraie, c'est une femme et tu vas voir parce que c'est une femme qui s'était séparée de son mari et ça n'allait plus entre eux, etc., etc. Et puis, bon, un jour, elle est à table avec ses enfants. Je crois que ses enfants allaient le week-end voir leur père.
je sais pas si un week-end sur 2, enfin peu importe. Et elle trouvait ses enfants de plus en plus perturbés. Et voilà, elle était inquiète, surtout le petit. Et à table, elle voit le petit faire un geste obscène avec une saucisse. Et à partir de là, elle a fait parler son fils, elle a su la vérité. Le père se faisait faire des fellations par le petit garçon. Et ce qui est important de savoir, comment il avait obtenu le silence des enfants. Comment il a obtenu le silence. Et ça, eh bien, il avait enfermé ses enfants, les 3 enfants dans la salle de bain. Il y en avait un, il avait le plus petit, son nounours, c'était un singe en peluche. Il l'a noyé dans la baignoire. Et il a dit au petit garçon que s'il parlait, il lui ferait la même chose. Et je dis ça parce que dans mon enquête pendant 3 ans, une chose dont je suis sûre, mais certaine, qu'on n'obtient pas le silence des enfants sans les menacer de mort, d'une façon ou d'une autre. C'est impossible autrement. Aline, merci d'avoir répondu à mes questions. Ça donne encore plus envie d'aller voir L'ombre du doute. C'est bien parce que tu es resté sur la brèche. Je te félicite. À la prochaine. The Beach is back. The Beach is back. Et elle est tellement back qu'elle sort en livre. Tu as vu, je fais comme Gildas à la grande époque. Je montre le livre. Alors, c'est quoi ce livre? C'est tes mémoires? Alors, c'est plus que des mémoires. C'est, en effet, je me sers de ma vie, des événements de ma vie, pour essayer de redonner vraiment vie à la pensée de l'enfant, aux rêves de l'enfant. Je me souviens des rêves que je faisais quand j'étais petite. Et encore, il y en a beaucoup que j'ai pas marqué, je le regrette. Sur l'enfance et l'adolescence, qu'est-ce que c'est que de ne pas être autonome? Voilà. Et en même temps, sur l'émerveillement, sur la magnificence moi, j'ai eu la chance d'habiter à la campagne et d'avoir un frère et une sœur que j'adorais et que j'adore toujours. Et donc, voilà, c'est qu'est-ce que c'est que d'être un enfant, qu'est-ce que c'est que d'être un adolescent et de ne pas être autonome et de devoir parfois zigzaguer au milieu d'adultes complètement dysfonctionnels. D'une certaine façon, on reste dans le sujet, même si tu nous l'as dit, tu n'as pas été abusé, mais maltraité. Non. Ma mère me giflait régulièrement. Bah, moi, c'était mon père, t'inquiète pas. Aïe. Et merci. Je t'embrasse. À très bientôt, Aline. Merci. Au revoir, Carl. Au revoir. Merci beaucoup Isabelle. Alors Olivier Véran, hier, porte-parole du gouvernement, donc il fait son point de presse traditionnel après le Conseil des ministres, il évoque le 7 mars. Et là, patatras, enfin, vous allez nous dire si c'est une boulette ou pas. Il prononce une phrase qui a fait énormément réagir. Pourquoi? Je vais vous raconter. Il est 11h48. Hier, quand Olivier Véran il arrive au pupitre, vous le disiez, tenir le compte rendu du Conseil des ministres qui vient de se tenir à l'Élysée, et d'emblée, de lui-même, il commence par évoquer le 7 mars et les opposants à la réforme des retraites qui appellent à la mise à l'arrêt du pays. C'est donc préparer cette tirade, vous allez l'entendre, et s'ensuit cette anaphore. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Voilà, donc il y a un peu de tout. C'est la fin du monde. C'est l'apocalypse. Mettre la France à l'arrêt serait prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire. Rien que ça. Alors effectivement, les réactions sont nombreuses hier depuis ces propos sur les réseaux sociaux. Alors les syndicalistes en première ligne, regardez le tweet de Laurent Berger. Monsieur Olivier Véran, un peu de sérieux. La sécheresse, c'est la faute des syndicats. La crise sanitaire, idem. Et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde? Ironise. De l'humour. Oui, Laurent Berger. Son homologue de la CFE-CGC, François Omril, en attendant l'invasion des sauterelles, la pluie de grenouilles, a rajouté dans cette liste effarante des conséquences prévisibles du mouvement du 7 mars. Vous aurez noté que c'est les syndicats qu'on dit soi-disant plus modérés, plus réformistes, qui sont montés au créneau à l'issue de ces réactions. Les politiques aussi. Mathilde Panot, alors là, des insoumis paniquent dans le bateau gouvernemental avec Olivier Véran qui nous annonce l'apocalypse le 7 mars. On bloque tout jusqu'au retrait, martèle la chef de file des insoumis à l'Assemblée nationale. Et ce matin, c'est Patrick Kanner, le sénateur socialiste, à la radio,
qui ironise. Ah, vraiment, je ne sais pas ce qu'avait fumé avant son interview, Monsieur Véran, mais... Ah bon, vous dites qu'il avait fumé quelque chose. J'en sais rien, mais ouais. en tout cas... Vous dites avec humour, ça, non? Bien sûr, je dis avec humour, par définition. Trop de respect pour le ministre, mais il faut pas faire peur comme ça aux Français. Enfin, les Français ont le droit de manifester, ont le droit de se mettre à l'arrêt parce qu'ils considèrent qu'ils sont menacés par une mauvaise réforme. Voilà ce que dit... Quelle mouche l'a piqué. Exactement, stratégie de la culpabilisation, pas facile à dire, de la peur, de l'effroi, vous appelez ça comme vous voulez. Il pousse le bouchon un peu trop loin, c'est en gros ce que disent ce matin les politiques, pour décrédibiliser le mouvement, montrer les syndicats comme irresponsable. Voilà en gros ce que voudrait dire Olivier Véran avec ses propos. Alors il aurait pu se contenter de dire que la France est à l'arrêt et que ça serait le chaos, ça on l'a déjà entendu dans la voix de d'autres ministres, ça c'est un grand classique, ça peut s'entendre, c'est un argument qui peut toucher les manifestants ou certains qui seraient tentés d'aller manifester, mais là on l'a bien compris, c'est la suite quand il parle du vaccin, du train à l'arrêt que ça devient ridicule. Alors écoutez, du côté du gouvernement ce matin, des collègues d'Olivier Véran, c'est Olivier Dussopt, ce qu'il a pensé de cette tirade. Je crois que ce que Olivier a voulu dire dans son expression hier, c'est que nous sommes dans un moment de notre histoire économique, de notre histoire sociale, après le Covid, face à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique, dans un moment d'inflation où bloquer le pays n'aurait pas de bonnes conséquences pour l'économie. C'est un peu plus clair dans ce que dit Olivier Dussopt. Et vous aurez noté, je crois que dans son expression, ce qu'a voulu dire Olivier, on le sent pas trop emballé par les propos utilisés par son collègue porte-parole. Alors Olivier Véran, on a cherché à avoir des explications. Est-ce qu'il assume aujourd'hui ses propos? Qu'est-ce qu'il a réellement voulu dire? Eh bien, Nargis Adji et Alexis Tessier étaient au Salon de l'Agriculture ce matin. Tiens, Olivier Véran aussi aux alentours de 10h30. Et on lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Non, c'est pas interprété comme ce que j'ai vu des réactions qui disaient alors comme la grève a entraîné les pluies de sauterelles, c'est absolument pas. Vous savez, c'est toujours la caricature et toujours une façon d'attaquer. Mais c'est pas du tout ça. Moi, je ne souhaite pas que tout le débat dans la sphère publique soit monopolisé par la seule question de la journée du 7 mars et des jours qui pourraient suivre, et qu'on puisse conserver une capacité d'action. C'est notre rôle comme gouvernement, dirigé vers les urgences du moment. Je dis que mettre la France à l'arrêt en ce moment précis, c'est pas quelque chose qui va nous aider à réussir à répondre à ces attentes des Français. Je trouve que c'est un peu plus clair ce matin dans les explications des Véran, puisqu'on n'a pas la multitude d'exemples qui parasitaient en fait. C'est moins caricatural. Voilà, en fait. qui caricaturait son propos. Ce qu'on comprend, et c'est ce qu'a demandé en fait Emmanuel Macron, c'est déjà être dans l'après de la réforme des retraites, comme si c'était derrière eux, derrière l'exécutif, et qu'il y avait d'autres sujets qui étaient sur la table, il y avait d'autres priorités. Et oui, c'est ce qu'explique aujourd'hui Olivier Véran, mais encore une fois, je trouve cela beaucoup plus clair. Ça m'a fait penser, et j'ai rembobiné le film, on est en 2010, tiens, boîte à archives, on est aussi en pleine grève et mobilisation. François Fillon est l'invité du JT de 20h. Nous sommes au lendemain du 5e jour de mobilisation contre toujours la réforme des retraites, et écoutez ce que dit François Fillon sur les grévistes. Donc je le dis, je ne laisserai pas bloquer notre pays, je ne laisserai pas l'économie française étouffée par un blocage de l'approvisionnement en carburant. J'ajoute qu'au moment même où la reprise économique se manifeste, ceux qui prennent ce genre de décision devraient réfléchir à deux fois parce que ce sont des emplois derrière qui vont disparaître. C'était clair aussi dans ce qu'expliquait François Fillon. S'il y a blocage, chaos, c'est l'économie qui est touchée. C'est finalement ce vers quoi est allé ce matin Olivier Véran. Peut-être qu'il y a eu des mises au point faites dans la journée. J'ai contacté un certain nombre de parlementaires, de députés, etc. Pas beaucoup ont voulu se mouiller et réagir, mais je pense que la clarification était nécessaire. Mais est-ce qu'il n'a pas un penchant un peu littéraire, Olivier Véran? Parce qu'on se souvient de son dernier livre, qui était le journal de bord pendant le Covid. Il y avait déjà un certain lyrisme, rien que dans le titre, la par-delà des vagues. Donc je pense que c'est fait plaisir, vous voulez dire, pour une formule. Bah, écoutez, on voit bien qu'il le lit, le texte, et qu'il peut-être qu'il s'est laissé un petit peu emballer par la plume, on va dire. Est une figure littéraire, effectivement. Et ceux qui disent la main sur le cœur, qui défendent le système par répartition, veulent passer à la capitalisation. Oui, nous demandons d'avoir un rapport. Je sais que le Sénat n'apprécie guère, enfin ça dépend lesquels, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés sur la table, mais on ne va pas au bout des débats. Par exemple, on nous dit, comme l'a dit ma collègue Katia Porsopoli, 62 ans, c'est une moyenne basse, et tous les autres sont à 65, voire 67 ans. Sauf que déjà, dans notre droit français, il existe deux bornes. Aujourd'hui, 62 ans, pour l'âge légal, mais 67 ans, comme les autres,
pour ne pas avoir la suppression de la décote. Donc il faut comparer ce qui est comparable, parce que dans d'autres pays européens, il n'y a pas ces deux bornes. Deuxième question, on veut comparer ce qui n'est pas comparable. Nous sommes un des rares à avoir un système par répartition. Tous les autres sont par un système de par capitalisation. D'ailleurs, l'ancien directeur de la sécurité sociale suédoise, qui a effectué cette réforme il y a 20 ans, nous implore de ne pas le faire, parce qu'il implore Emmanuel Macron de ne pas le faire, parce qu'il a vu les dégâts que ça faisait sur les retraités en Suède. Ou alors, il y a un agenda caché, et ceux qui disent la main sur le cœur, qui défendent le système par répartition, veulent passer à la capitalisation. D'ailleurs, je redis que nous nous rappelons 2019. Et enfin, dernière chose qu'il nous faudrait approfondir, le nombre de retraités pauvres. Par exemple, on se compare beaucoup avec l'Allemagne. Ah oui, quand on est passé de 65 à 67 ans, la projection, c'est qu'on va passer de 15 à 21% de retraités pauvres, comparé à la France où, et c'est déjà trop, nous sommes à 10%. Et donc nous pensons qu'il faut un rapport pour approfondir toutes ces questions et que nous puissions évidemment légiférer dans des bonnes conditions. Je vous remercie. Notre invité aujourd'hui est Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'Afrique, auteur notamment de Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial aux éditions Perrin. Vincent Hugeux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Cette visite d'Emmanuel Macron dans 4 pays d'Afrique centrale, elle intervient, alors qu'on vient de le voir dans ce sujet, le sentiment anti-français grandit sur le continent. Ça n'est pas un hasard s'il a choisi ces pays, justement? Certes pas un hasard, je parle pour ma part davantage de ressentiment anti-français lié à l'intense frustration éprouvée par les sociétés africaines, notamment sahéliennes, devant l'insuccès de l'opération Barkhane qui vient d'être rappelée à l'instant. Alors vous savez, on passe de l'incompréhension à la frustration, de la frustration à la suspicion et de la suspicion parfois au complotisme, puisque vous avez des réseaux sociaux qui sont notamment animés soit par des acteurs politiques locaux, soit par des acteurs étrangers, la Russie au premier chef, qui évidemment alimentent cette propagande francophone. Alors maintenant, il est parfaitement clair qu'au-delà des enjeux, par exemple, environnementaux, aujourd'hui au Gabon, ou agricoles, après-demain en Angola, il y a pour Emmanuel Macron l'impérieuse nécessité, effectivement, d'enrayer cette sorte de dérive anti-française. Simplement, là encore, et on l'a observé déjà dans le passé, il y a quand même un choix des pays en question qui brouille un peu, qui parasite ce message. Dans son discours explicatif, donc à l'Élysée, voilà quelques jours, donc en amont de cette visite, il dit à un moment que l'intérêt principal de la France, c'est la démocratie. Or, il choisit de se rendre au Gabon, Gabon dont le président briguera dans 6 mois un 3e mandat. Justement, c'est plutôt mal perçu par l'opposition gabonaise, cette visite d'Emmanuel Macron. Quoi qu'on en dise dans l'entourage élyséen comme un adoubement de facto du sortant, le Gabon est loin d'être un parlement de vertu en matière de respect des normes démocratiques. Ensuite, il y aura une escale certes relativement courte au Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, qui a reconquis le pouvoir en 1997 au prix d'un coup d'État, puis d'une guerre civile féroce. Et il est évident que dans ce genre de pays, les oppositions sont vent debout et ne comprennent pas quel est le véritable message. Vous avez d'un côté un Emmanuel Macron qui, par exemple, au regard de la réalité historique, vis-à-vis du Rwanda en 94, le génocide, vis-à-vis du Cameroun au moment de la colonisation, vis-à-vis de l'Algérie avec toutes les difficultés que l'on sait, vis-à-vis de la restitution des biens culturels pillés ou dérobés pendant la période coloniale, fait preuve d'un volontarisme tout à fait louable. Il a davantage avancé sur ce terrain que tous ses prédécesseurs de la Ve République réunis. Et de l'autre côté, on a un Emmanuel Macron qui se précipite à N'Djamena pour adouber pour le coup une succession dynastique, militaire et anticonstitutionnelle lorsque Idriss Déby meurt brutalement. Donc si vous voulez, quand j'échange avec mes amis, mes interlocuteurs africains, sahéliens, ouest-africains, d'Afrique centrale, ils sont tous plongés dans la même perplexité. Ils ont du mal à comprendre le message que veut envoyer Emmanuel Macron. Oui, c'est-à-dire, ils me disent
qui est le vrai Macron? Est-ce que c'est celui qui affiche une volonté novatrice? Puis ajoutons à cela aussi une sorte de suspicion légitime. Moi, écoutez, je m'efforce de couvrir les réalités africaines depuis à peu près 3 décennies, même un peu plus, et j'entends toujours, depuis près de 30 ans, l'annonce spectaculaire et théâtrale de la fin des turpitudes passées, de la liquidation de l'héritage postcolonial. Mais là, il a appelé lundi à bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec l'Afrique. Écoutez, on pourrait reprendre ensemble les discours depuis, grosso modo, Nicolas Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui, et vous retrouveriez aisément les mêmes formules, les mêmes mots à tiroir, partenariat équilibré, etc. Vous savez, comme on dit souvent, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Eh bien, il en est de même par rapport à une France aujourd'hui suspecte, parfois injustement, c'est vrai, je le disais tout à l'heure. À cause notamment de la propagande russe. Oui, mais vous savez, n'imaginons pas que la nébuleuse Wagner, qui est active non seulement sur le terrain militaire avec la fourniture d'armements et d'instructeurs, n'est pas également très active sur le front de l'information et de la désinformation. J'en ai été le témoin en 2018 lorsque j'avais travaillé pour l'Express à l'époque sur la méthodologie Wagner pour s'infiltrer dans le tissu politique de la République centrafricaine, qui était un peu sa tête de pont du retour de la Russie en Afrique et non pas de son irruption, car en fait le génie politique de Moscou est d'avoir réactivé des vieux réseaux de l'ère soviétique quand justement l'URSS apparaissait comme le soutien des mouvements de libération anticoloniaux et anti-impérialistes. Mais il y a aussi tout un travail qui est fait au niveau de réseaux sociaux, d'une toxicité absolument ravageuse, et la grande faute de la France officielle, qu'elle soit militaire ou politique, c'est toujours les politiques qui ont la responsabilité première en la matière, c'est de n'avoir pas mesuré à temps l'efficacité dévastatrice de cette propagande. Vous regardez aujourd'hui les dessins animés grotesques qui sont diffusés au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs, qui sont à mon sens d'ailleurs des insultes à l'intelligence des sociétés africaines, parce qu'on parle souvent du paternalisme français, mais franchement, dans le genre, on a rarement fait plus grotesque. Le problème, c'est que vous pouvez objecter un discours parfaitement rationnel, étayé par des faits. Vous n'êtes pas audible. Et regardez, il a fallu attendre 2022, c'est l'année dernière, pour que l'armée française dévoile par des images qui avaient été captées par un drone le montage grossier du charnier de Gossi, qui était donc en réalité un charnier imaginaire bricolé par des éléments Wagner et des militaires maliens, c'est la première fois que l'armée pour française incriminer l'armée prenait française. Voilà. Mais 2022, alors que ce travail de sape, il a été amorcé au milieu de la décennie précédente. Donc il y a des retards qui sont très difficiles à rattraper. La prise de conscience est trop tardive. On voit Emmanuel Macron qui multiplie les déplacements sur le continent africain, mais on l'a vu dans le sujet aussi avant. D'autres pays ont fait leur place, notamment la Russie, on en a parlé, mais aussi la Chine, la Turquie, même aussi sur le terrain économique l'Allemagne, qui aujourd'hui dépasse la France. Vous évoquiez la Russie tard, à l'instant, à bon droit. Sergueï Lavrov, qui a pourtant d'autres enjeux à traiter en ce moment, le ministre des Affaires étrangères historique de la Russie, il est en poste depuis 2004, il a accompli 3 tournées en 7 mois en Afrique. Au moment où nous parlons, vous avez des manœuvres conjointes au large de Durban, Afrique du Sud, Chine, Russie, armée sud-africaine. Et donc, si vous voulez, on est en train de courir après une influence dont le déclin est à mon sens inexorable. Reconquérir cette crédibilité-là, ça prendra non pas des mois, mais des années, voire des décennies. Et il ne suffit pas d'attendre l'échec, à mon avis, inexorable de Wagner dans la lutte anti-djihadiste, au Mali, au Burkina Faso, ailleurs, pour imaginer qu'il y aura un retour de flamme tout soudain en faveur de la France. Encore une fois, il ne faut pas apporter des formules, parfois creuses, parfois convaincantes. Il faut des faits, il faut montrer par l'exemple et non pas seulement par le verbe qu'on est capable effectivement de enfin tourner la page qu'on nous annonce depuis un bon quart de siècle. Le Gabon, l'Angola et le Congo-Brazzaville, donc 3 pays qu'il va visiter dans les jours qui viennent, se sont abstenus à l'ONU de condamner l'invasion russe en Ukraine. Ça, justement, c'est symptomatique de ce rapport aujourd'hui de ces pays d'Afrique avec l'Occident. C'est un excellent baromètre, et c'est un baromètre d'autant plus inquiétant que même des pays qui étaient réputés loyaux et fidèles à l'alliance avec la France ont soit choisi l'abstention, soit courageusement opté, refusé de prendre part au vote. Prenez un pays comme le Sénégal, qui a une véritable histoire politique de pluralisme, parfois un peu rugueux, mais enfin voilà, qui était plutôt proche de Paris. Le Sénégal s'est abstenu
hier au prétexte que Macky Sall était aussi président d'exercice de l'Union africaine, donc il ne voulait pas... Sénégal où le sentiment anti-français aussi est assez fort. On a vu pas mal de manifestations. Ce ressentiment n'est pas palpable qu'au Mali et au Burkina, où il est évidemment amplifié et dopé par la rhétorique de la junte. Mais maintenant, il touche des pays, effectivement, comme le Sénégal. Le Gabon adhère au Commonwealth en 2022. Quel est le pourcentage de la population gabonaise qui pratique la langue de Shakespeare? C'est aussi un signal qui est envoyé à Paris et qui l'invite donc à aménager un pouvoir ô combien critiquable. Vous avez un pays comme le Togo, son ministre des Affaires étrangères était à Moscou il y a quelques jours. Donc on voit bien que cette perte de crédibilité et d'influence ne se limite pas à un tête-à-tête un peu mortifère avec 2 ou 3 pays sahéliens. Merci beaucoup. Vincent Hugeux, d'avoir été notre invité sur France 24 pour revenir sur cette tournée, cette nouvelle tournée. Et ça ne s'explique pas, quoi. On a tout ce qu'il faut pour être un pays où il fait bon vivre, où il n'y aurait pas de chômage, où il n'y aurait pas beaucoup de jeunes Nigérians tentés de traverser le désert du Sahara, la Méditerranée, pour atteindre l'Europe par l'Italie, la France, etc. C'est ce qui est en train de se passer tout le temps. Et on espère que le président Tinubu, si tout est confirmé, pour lui, pourra inverser cette tendance par une meilleure gouvernance que ce qu'on a eu jusque-là. La jeunesse... Donc il peut mieux faire que son prédécesseur. Oui, je pense que le Nigeria n'est pas tombé aussi bas. Donc on ne peut pas faire pire que ce qu'on a eu. Donc je pense que Bola Tinubu pourra améliorer un certain nombre de choses. Donc le bilan de son prédécesseur pour vous est très négatif. Le bilan quand même est très négatif. Sauf qu'il faut savoir aussi, vous parliez de la pauvreté. Le Nigeria est le premier exportateur du pétrole en Afrique, qui a un quota d'environ 2 400 000 barils par jour alloués par l'OPEP. Et le Nigeria ne peut pas remplir ce quota-là chaque jour parce que le tiers de ce quota, environ 800 000 barils par jour, disparaît dans la nature. Par du vol organisé, et ça on le sait. Avec complicité de l'État? Complicité, oui, des responsables. Ouais. Il pourrait s'attaquer à ce problème, véritablement, le nouveau président? Il faut avoir un certain courage politique. La jeunesse et beaucoup de Nigériens pensent que Obi, qui en a beaucoup parlé, était peut-être le candidat le plus sincère et le plus engagé pour juguler ce vol des ressources du Nigeria. Et Tinubu? Tinubu, il faut qu'il prouve qu'il a envie de le faire. Oui, il y en a, mais je pense que quelque part, et c'est peut-être pas une opinion populaire, quelque part, le Nigeria a déjà gagné avec ce candidat Peter Obi qui a cassé les 2 anciens partis. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Peter Obi fait maintenant? Est-ce qu'il se lance dans l'opposition? Et si oui, est-ce qu'il crée un vrai mouvement? Est-ce qu'il fait de son parti Labour Party, un vrai parti qui demande des comptes au pouvoir? Est-ce qu'on se transforme au Nigeria dans un pays où les comptes sont scrutés? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il va se transformer en un vrai parti d'opposition qui va pouvoir demander des comptes à Tinubu? Non, c'est exact que Peter Obi, maintenant on va regarder aussi le poids qu'il aura au niveau des différents... Donc si je comprends bien, c'est vraiment lui qui incarne l'espoir de la jeunesse. Absolument, c'est le candidat des réseaux sociaux, comme il a été dit, c'est le candidat de la jeunesse. Beaucoup ont voté pour lui. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde son score avec celui de Atiku qui est arrivé 2e, qui est quand même un vétéran de la vie, puisque c'est la 6e fois qu'il se présente, la différence n'est pas très grande. Elle est de 4 à 5% entre Atiku et Peter Obi. Ça veut dire que Peter Obi peut capitaliser, puisque son électorat, c'est un électorat beaucoup plus jeune, entre 18 et 34 ans, qui représente 40%, ça veut dire qu'à l'avenir, il faudra compter avec Peter Obi. Mais ce qui est important, c'est le poids qu'il aura déjà pour peser sur les différentes décisions qui vont être prises dans les prochains jours. Il va peser, si on peut mettre des chiffres un peu dans ce que vous dites, que Peter Obi a déjà réussi avec le Nigeria en cassant cette sorte de bipolarité entre APC et PDP. Le parti Labour qui a récupéré, disons, Peter Obi à la dernière minute, a réussi, grâce à Peter Obi, à gagner 6 places de sénateurs au Parlement, donc à la Parlement donc il a le vent national, et il a battu Tinubu à Lagos. Et 30 députés. Donc, il a gagné Lagos. Il a déjà, il s'est déjà doté d'une puissance de frappe au niveau législatif. Donc voilà.
Il a œuvré pour ça depuis très très longtemps. Il était une des forces démocratiques dans les années 90, mais c'est quand il était le gouverneur de Lagos, entre 99 et 2007, où les affaires ont vraiment commencé. Ensuite, il a mis au pouvoir son poulain, Fashola, qu'il a suivi. Ensuite, il a contrôlé toute la région du sud-ouest. Il est devenu pas que le parrain de Lagos, mais vraiment de tout le sud-ouest, en utilisant les leaders traditionnels. Il a vraiment su faire affaire et politique d'une main. Il a même fait tomber le candidat Goodluck Jonathan en 2015 avec ce deal avec Buhari. Donc, il a installé Buhari pour que dans 8 ans, le quid pro quo, c'est que lui-même, il aura le retour d'ascenseur. Donc, à la différence de beaucoup de pays africains où l'ambition, c'est de devenir fonctionnaire, et d'aller pour avoir un salaire à la fin du mois, il y a chez les jeunes Nigériens une créativité, un esprit d'entreprise qui est poussé par l'environnement dans lequel on trouve beaucoup de start-up, on trouve aujourd'hui des technologies à Abuja qu'on trouve dans les grandes villes. Et ça, je pense que c'est un avantage que le Nigeria a qui explique comment le pays est devenu la première puissance économique du continent, loin derrière les autres pays qui donnent l'impression d'être mieux structurés. Emmanuel Iga, d'où vient-il cette espèce d'esprit d'entrepreneuriat? Je crois que c'est inné. C'est inné chez les Nigériens. Oui, on l'a dans le sang. Et tous les Nigérians disent ça. C'est l'ADN du Nigeria. Bon, c'est pas le même. Chaque région a ses spécialités. Les Ibo, par exemple, ils fonctionnent avec les pièces détachées, avec la pharmacie, avec l'automobile, ce que vous voulez. Il y a une grosse usine de fabrication, pas d'assemblage, mais de fabrication d'automobiles, Innocent, au sud-est, chez les Ibo, un Niger qui produit des beaux véhicules qui peuvent rivaliser avec ce qu'on a ici. Vous allez chez les Yoruba, c'est aussi la pharmacie, c'est les finances, les grandes finances et tout ça. Et au nord, bon, on a toute cette partie que je vous expliquais tout à l'heure, le change de Naira, tout ce qui est commercial, c'est les Hausa, Fulani, les pôles du nord. Donc, chacun s'est spécialisé et les parents enseignent ça aux enfants. Aux enfants. En fait, ils ont fait des dynasties d'entrepreneurs. C'est un peu ça. C'est automatique, ça, c'est spontané chez le Nigeria. Non, par exemple, on voit que comme l'économie du Nigeria est essentiellement bâtie sur le pétrole et qu'il n'y a pas beaucoup, le taux d'imposition est peut-être un des plus faibles, les gens ont appris à se passer de l'État. À construire eux-mêmes, les gens ont appris à se passer de l'État. Oui, mais quand on ajoute un peu d'État, on peut aller très très loin. C'est ça. On ne le sait pas, mais le gouvernement de Lagos State a financé la fibre pour Yaba, qui est une banlieue de Lagos. Il y a 10 ans, a financé le fibre optique. La fibre optique, oui. Et 10 ans plus tard, on voit des géants de la tech émerger de Yaba. On parle de Yabacon Valley, parce que c'est vraiment de là où sont nés les grands groupes de tech du Nigeria. Donc voilà une bonne décision politique qui effectivement aide. Donc si on pouvait ajouter juste un peu d'investissement, je pense que le Nigeria va exploser, dans le bon sens. Oui, mais c'est là où le bas blesse, parce que le Nigeria, pendant longtemps, a attiré le plus d'investissements directs. C'était la première destination étranger direct. Et là, le Nigeria est tombé très bas. Donc, je ne sais pas, on est au 3e ou 4e position. Il y a encore. Oui, mais il est peut-être à un moment où effectivement... Le Nigeria n'est certainement plus la première destination. Voilà. Donc, et il y a une pauvreté, j'ai vu 90 millions de pauvres au Nigeria, donc le pays s'appauvrit. Les Nations Unies, officiellement même, ont déclaré que le Nigeria était la capitale de la pauvreté au monde. Ça, c'est l'expression choc que les Nations Unies, peut-être pour provoquer l'électrochoc chez les responsables nigériens. Que le Nigeria est devenu le lieu de concentration du plus grand nombre des pauvres au monde, de ceux qui vivent au-dessus du seuil de la pauvreté, malgré cet esprit de dynamisme. Oui, ça peut se comprendre aussi, parce que le Nigeria, c'est 215 millions de personnes. Donc, si on dit que 60%, puisque le seuil de pauvreté, 60% environ de la population vit au-dessus du seuil de pauvreté, à cause de la mauvaise répartition de richesses. Mais il y a cet espace de business que l'on vient d'évoquer, et il y a aussi des marges de manœuvre si l'élite politique et militaire du Nigeria serait saisie, mais de l'ordre, comme vous avez dit, le Nigeria a un potentiel. Parce qu'aujourd'hui encore,
il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, des Chinois, des Turcs, des Indiens qui se bousculent dans des grands hôtels à Abuja. Bienvenue dans le débat sur France 24. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, pays de l'afrobeat, deuxième puissance cinématographique mondiale avec Nollywood et première puissance pétrolière d'Afrique. C'est aussi le pays où sévit des groupes armés comme Boko Haram, un pays tiraillé par des rivalités interethniques, un pays où la corruption est endémique et où la pauvreté explose. Bola Tinubu, il était le candidat du parti au pouvoir. Eh bien, il a été élu président du Nigeria à l'issue d'un scrutin très disputé. Il l'a emporté avec 36,31% des voix contre 29% pour Atiku Abubakar et 25% pour Peter Obi. Peter Obi conteste sa défaite. Il a annoncé qu'il allait saisir la justice. Alors, qui est Bola Tinubu et comment finalement s'est-il imposé dans un scrutin très disputé, notamment par cet outsider Peter Obi? Peut-il relever les défis multiples, économiques ou sécuritaires? Le Nigeria assume-t-il son statut de puissance régionale d'Afrique de l'Ouest? Eh bien, on va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Emmanuel Iga. Bonsoir. Vous êtes politologue, consultant en géopolitique, auteur de Nigeria Handbook. Bienvenue dans le débat. En face de vous, bonsoir. Sédik Abba, bonsoir. Journaliste, essayiste, spécialiste du Sahel, auteur de Voyage au cœur de Boko Haram. Et c'est aux éditions de l'Harmattan. Bienvenue à vous également. Nicolas Norbrook est avec nous. Bonsoir Nicolas, directeur de la rédaction The Africa Report. Merci d'être avec nous. Vous pouvez participer à cette émission sur le hashtag débat F24 sur les réseaux sociaux, bien sûr. N'hésitez pas à le faire. Sachez donc, je le disais, que Peter Obi conteste sa défaite, que Bola Tinubu a donc été élu. On va faire d'abord, avant de commencer cette discussion, un portrait justement du tout nouveau président. À 70 ans, Bola Tinubu devient le nouveau président du Nigeria. Candidat du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, ce politicien musulman a obtenu près de 37% des voix, selon les résultats officiels. C'est un moment éclatant dans la vie de tout homme et une affirmation de notre existence démocratique. Bola Tinubu a gravi tous les échelons politiques depuis la fin de la dictature militaire, un régime qu'il a combattu en exil. Richissime homme d'affaires, considéré comme l'une des plus grandes fortunes du pays, il est surnommé le parrain de Lagos. Accusé de corruption à de multiples reprises, il n'a jamais été condamné. L'origine de son patrimoine est incertaine. Son soutien aurait aidé le président sortant Muhammadu Buhari à remporter 2 mandats. Après des décennies passées dans les coulisses du pouvoir, le septuagénaire a lancé sa campagne pour la présidence avec la devise « C'est mon tour ». Son argument phare pour convaincre les électeurs, son bilan comme gouverneur de l'État de Lagos entre 1999 et 2007. Ils ont vu mon bilan à Lagos. Lagos est une nation en soi. Après son départ en 2007, il a continué à agir dans l'ombre en supervisant la nomination de plusieurs de ses protégés à des postes stratégiques. Je suis un chasseur de talents. Je place les talents aux affaires. Alors que ses partisans le dépeignent comme un administrateur rusé ayant le don de choisir les bonnes personnes pour faire avancer les choses, les critiques le voient comme un politicien corrompu, récompensant ses amis par des contrats lucratifs et engageant des voyous pour intimider ses opposants. Après avoir remporté la présidentielle, la tâche qui attend Bola Tinubu est titanesque. Le Nigeria traverse une grave crise économique, des problèmes d'insécurité et une corruption endémique. Emmanuel Iga, un petit point justement sur, on a vu ce portrait de Bola Tinubu. Il a disputé cette campagne de manière extrêmement agressive. Quelle a été la clé? Pourquoi est-ce qu'il a réussi finalement à dépasser celui que les jeunes soutenaient, justement celui qui conteste aujourd'hui, Peter Obi? Mais le nombre de jeunes qui soutenaient ce Peter Obi était tellement énorme. On les voyait par dizaines de milliers, de millions. Excusez-moi, de dizaines de millions. Là, on oublie quelques zéros quand on parle. J'ai oublié 3 zéros. Bon, donc, qui le suivaient à tous ces rassemblements de campagne, etc. Ils étaient très, très motivés à suivre Peter Obi pour essayer de provoquer cette rupture dont le Nigeria a tant besoin entre la jeunesse
et sa classe politique qui, grosso modo, était quand même largement discréditée ces dernières années. Bola Tinubu, en fait, c'est le candidat de la continuité. Oui, ça, absolument. On peut le dire, même si à la fin, il s'est un peu démarqué du bilan de Buhari dans la gestion de le changement de monnaie. Mais globalement, il assume la continuité avec le président Buhari, puisqu'il a été investi par le parti au pouvoir APC, et il a battu campagne en partie sur l'héritage de APC. Donc, je pense que voilà, Tinubu aussi a capitalisé sur le rejet de son principal adversaire. Les gens ne voulaient peut-être pas de Atiku. Et la mobilisation des jeunes qui a été faite par Peter Obi n'a pas été suffisante pour fondamentalement changer l'équilibre de force. Nicolas Nobrook, on l'appelle le parrain, pour camper un peu le personnage. Le parrain, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a 70 ans, mais vous nous disiez hier, Emmanuel Iga, qu'on n'est même pas sûr de son âge. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un poids lourd de la politique nigériane. Il a œuvré pour ça depuis très très longtemps. Il était une des forces démocratiques dans les années 90, mais c'est quand il était le gouverneur de Lagos, entre 1999 et 2007, où les affaires ont vraiment commencé. Ensuite, il a mis au pouvoir son poulain, Fashola, qu'il a suivi. Ensuite, il a contrôlé toute la région du sud-ouest. Il est devenu pas que le parrain de Lagos, mais vraiment de tout le sud-ouest, en utilisant les leaders traditionnels. Il a vraiment su faire affaire et politique d'une main. Il a même fait tomber le candidat Goodluck Jonathan en 2015 avec ce deal avec Buhari. Donc, il a installé Buhari pour que, dans 8 ans, le quid pro quo, c'est que lui-même, il aura le retour d'Ascensa. Donc, en fait, ce qu'il avait prévu est finalement arrivé. Quand on parle de ces contestations, Emmanuel Iga, est-ce qu'il peut arriver, effectivement, à remettre en cause ce scrutin, Peter Obi? Oui. Une petite chose à rajouter. Allez-y. Les circonstances, les conditions de cette élection restent très disputées. Il y a la partie formelle qui va suivre son cours jusqu'à la Cour suprême avec Obi et Atiku et peut-être d'autres candidats. Mais il y a la façon dont les Nigérians, dans leur ensemble, et surtout la jeunesse, a perçu ces élections. Ils ont été déçus par l'INEC, la Commission nationale électorale, dite indépendante. Mais bon, elle est indépendante ou pas? Est-ce qu'on peut dire que ces élections sont... Non, elle n'a pas vraiment démontré son indépendance. Non, non. On se demande, la jeunesse persiste et signe, et se demande qu'est-ce qui s'est passé dans l'arrière-boutique de cette Commission électorale nationale indépendante, INEC. On ne pense pas que ceux qui ont voté ont pu avoir une situation où leur vote avait réellement compté. Donc il y a eu des fraudes, voilà. En fait, pour être clair. Pour être clair, c'est ça. Il y a eu des fraudes, mais alors justement, ces fraudes, est-ce que son rival, ce candidat des jeunes, justement, est-ce qu'il peut aboutir? Parce qu'il dit qu'il va saisir la justice pour contester. Est-ce qu'effectivement, Bola Tinubu peut ne plus être président dans quelques jours? C'est possible ça ou pas? Je ne le pense pas. Très honnêtement, je pense que, comme il l'a dit, il y aura le processus formel, mais les contestations vont être examinées. Mais la victoire aujourd'hui de Bola Tinubu me semble presque acquise, puisque déjà des félicitations ont commencé à venir de l'extérieur. Et même la CEDEAO a estimé que le scrutin... Alors qui l'a félicité, effectivement? La CEDEAO? La CEDEAO a déjà estimé que le scrutin s'est globalement bien passé, et l'Union africaine aussi a envoyé des observateurs qui ont estimé, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, ont estimé que le scrutin s'est passé dans de bonnes conditions. J'ai cru savoir que les États-Unis l'ont félicité, et la Grande-Bretagne aussi, enfin le Royaume-Uni. Mais ce qu'il y a, c'est que tous disent oui, l'élection s'est globalement bien passée. Il y a deux choses. Il y a les élections qui sont, et je suis d'accord, globalement bien passées, malgré donc quelques fraudes. Qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que les électeurs ont déposé leur bulletin? Qu'est-ce qui s'est passé entre le bureau de vote et la sortie des chiffres? Donc, c'est là où se posent des questions sur ce que l'INEC
n'a pas sur cette fameuse commission électorale, en fait. Expliquer ce qui s'est passé. Donc, vous avez demandé, comment Bola Tinubu, voilà, s'il va faire en sorte que il puisse aboutir à maintenir sa place. Je pense qu'il n'est pas réellement menacé. Tous les hommes politiques nigérians le savent. En 24 ans maintenant. Oui. D'élections au Nigeria, le président a toujours été maintenu, mais il y a eu à chaque fois des contestations, c'est ça. Et ces élections ne vont pas déroger à cette règle. Il n'y a qu'au Kenya que ça a pu se faire et que la Cour suprême avait pu casser des élections présidentielles et demander que ce soit réorganisé. Nicolas Norbrook, c'est vrai qu'il y a toujours des contestations dans ces scrutins et au final, celui qui est élu reste élu. La Cour suprême n'a jamais retourné les résultats depuis 1999. Et surtout, quand on regarde les juges qui ont été promus ces dernières 10 ans, 12 ans, on voit bien que c'est vraiment des amis du pouvoir. Et donc, ils vont rien toucher à ces résultats-là. Des amis du pouvoir, enfin pour y revenir tout de même, qu'est-ce que ça veut dire, Sedi Kaba, que effectivement on est vraiment dans un système de corruption endémique au sein de cette classe politique nigériane? Non, je pense que l'appareil judiciaire nigérien a souvent montré quelques velléités d'indépendance. Il y a des fois où ils ont donné tort au gouvernement fédéral, où ils ont apprécié, mais pas au point de remettre fondamentalement des résultats d'une élection présidentielle. Vous savez, à mon avis, quand on regarde un peu avec le recul, on voit que dans la plupart des pays, y compris des pays comme les États-Unis, on a vu que Trump a nommé des conservateurs à la Cour suprême, etc. Il y a souvent dans les désignations des personnes qui sont nommées à ce type d'instance de sensibilité, de proximité. Les gens ne nomment pas leur adversaire. Mais le reste, c'est la capacité des gens qui sont nommés à assumer leur indépendance. Parce que théoriquement, les juges qui sont nommés sont indépendants, mais le pouvoir a d'autres leviers qu'il actionne pour justement obtenir... Lesquels? Clientélisme? Sans doute. Si on veut rester le plus longtemps à ce poste-là, et si on veut être reconduit, si on veut après, pour avoir une retraite assez... Il y a beaucoup de considérations qui sont prises en jeu. Mais moi, au regard des décisions qui ont été souvent rendues par la justice fédérale, je ne pense pas qu'elle soit la plus mauvaise du continent africain. C'est pas la plus mauvaise. Emmanuel Liga, un mot peut-être sur son âge, parce qu'il dit qu'il a 70 ans, mais manifestement, on n'en est pas sûr. Oui, je parle de Bola Tinubu. Ça a été un sujet de grand litige entre Bola Tinubu et les médias, Bola Tinubu et les autres candidats. Il n'a jamais pu vraiment prouver son âge. Au Nigeria, les naissances ne sont pas enregistrées. Donc, tout le monde profite de ça pour se rajeunir. Il n'est pas le seul. Ça fait combien de temps qu'il a bloqué le compteur à 70 ans, alors? Oui, on pense qu'il manque quelque chose peut-être comme une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Il serait plus proche de 80. En tous les cas, au Nigeria, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de limite d'âge au Nigeria. Non. Ce n'est pas là où le problème se pose. Tout simplement, en tant que premier citoyen du pays, il faut qu'il dise la vérité sur lui, sur tout, y compris son âge. Et de son âge aussi dépend aussi peut-être sa situation de santé. Bon, les Nigérians se posent des questions. Si on ne va pas avoir plus de problèmes avec lui au niveau de la santé qu'on a eu avec Buhari, qui a passé 200 jours de son mandat à aller, presque à aller chaque fois à Londres. Combien? Presque 300 jours à l'extérieur. À aller se faire soigner. Se faire soigner à Londres. Oui, lui a déjà eu pas mal de problèmes. On lui souhaite quand même bonne santé pour qu'il puisse faire un bon mandat pour le Nigeria et pour l'Afrique. Justement, on va revenir sur ce défi. Juste un mot, justement, une question d'un internaute qui nous suit. Est-ce qu'avec l'âge de Bola Tinubu et son état physique, il peut gérer le pays le plus peuplé d'Afrique? Donc ça, c'est une question d'un internaute. Comme quoi, on se pose cette question sur son état physique. Il n'est pas le seul à le poser, cet internaute. C'est la question des dernières 2-3 ans au Nigeria, quand on voyait Tinubu avancer de sa candidature. Tout le monde se posait la question, est-ce qu'on veut revivre ce qu'on a vécu déjà avec Buhari, mais aussi avec d'autres présidents avant et c'est donc pas le seul à être dans ce cas-là. Ce débat est pertinent au Nigeria parce que le Nigeria a vécu un traumatisme. C'est que le président
en cours de mandat était décédé. C'est ça. Et Yar'Adua était Quel décédé. président Yar'Adua qui était Moussa Yar'Adua. en 2010 était décédé et Jonathan avait achevé le mandat de Yar'Adua et s'est représenté. Donc au moment de se représenter, il y a eu toute une contestation. Donc les Nigérians sont ils sont tétanisés par le risque de vivre ce scénario que le président dessoude en cours de mandat et qu'on se retrouve à assumer une transition qui peut être problématique. Il avait effectué 3 ans sur 4. Le fameux président Yar'Adua. En 2010. Et comme dans le cas de Bola Tinubu, et même d'ailleurs un petit peu de Buhari, on avait vu pendant la campagne, et même avant, qu'ils n'étaient pas au meilleur des formes, au point de vue santé. Pour Bola Tinubu, on a vu plusieurs signes. Mais bon, là, il a gagné, et on l'avait vu pour Yar'Adua aussi. Et on l'a laissé passer, il a gagné, il n'a fait Donc on a l'impression d'un scénario qui se répète. C'est un peu ça. Bon, on prie que ça ne soit pas le cas. On ne doit pas commencer à prier que les présidents nigérians meurent en coup de mandat. Les défis, en tout cas, à relever pour ce président, pour Tinubu, sont nombreux. D'abord, celui de la sécurité. Pour être un peu organisé dans ce débat, on parle beaucoup de Boko Haram. C'est bien sûr connu bien au-delà du Nigeria. On se souvient notamment de l'enlèvement de ces lycéennes qu'on avait beaucoup couvert sur France 24. Est-ce que c'est... D'abord, il y a plusieurs groupes. Il y a Boko Haram, mais si j'ai bien compris, Nicolas... Il a été scindé en deux, ce groupe. Il y a un groupe qui s'appelle État islamique en Afrique de l'Ouest. Il y en a un autre qui s'appelle JAS. Bref, et il y en a d'autres. Quelle est la capacité de nuisance de ces groupes? Déjà, ils ont fait énormément de mal à beaucoup de familles partout dans le pays. Ils ont, tout récemment, l'année dernière même, ils ont arrêté un train. Ils ont kidnappé une centaine de personnes. Entre Abuja et Kaduna. Exactement. Et ils ont vraiment isolé des endroits dans le pays. Il y a des fermiers qui ne peuvent plus aller dans leurs champs. Il y a des villes où on ne peut que arriver par vol, parce que si on prend le taxi, très vite on se retrouve dans des situations de kidnapping. C'est devenu quotidien. C'est quotidien, donc ça a empiré. Oui, je crois que en fait, la question sécuritaire au Nigeria est très complexe. Il y a les Boko Haram et les deux mouvements que vous avez évoqués qui sont au nord-est du Nigeria, principalement dans l'état du Borno qui est leur berceau et dans les autres activités. Et il y a, lorsqu'on se rapproche de Abuja, les bandits armés. Il y a ce banditisme armé que le gouvernement fédéral a laissé prospérer, qui aujourd'hui est devenu une sorte d'armée dans l'état du Nigeria. Donc il y a quoi, une complicité du gouvernement fédéral dans ce cas? Une impuissance. Et puis aussi, il y a des cercles mafieux autour du pouvoir. Parce qu'il y a un business de la sécurité au Nigeria qui s'est développé. Ceux qui enlèvent des personnes pour percevoir des rançons. Et principalement, c'est pour ça d'ailleurs, vous faites bien d'évoquer les jeunes filles de Chibok. Quand les élèves sont ciblés, c'est que c'est l'État fédéral qui paye la rançon. Et autour du paiement de rançon, il y a toute une mafia, puisqu'on sort un volume d'argent des caisses de l'État fédéral. Le temps que l'argent arrive aux ravisseurs, il y a une partie qui se perd en chemin par des circuits, etc. Et ça a fait prospérer cette économie de la rançon et de la sécurité au Nigeria, qui fait qu'aujourd'hui, plus que les Boko Haram qui sont dans le sud-est, c'est autour de Abuja, dans l'état des Zamfara par exemple, que l'insécurité est devenue plus grande. Et elle a commencé même à s'exporter à des États voisins du Nigeria, comme le Niger, dans la région de Maradi, de Madarumfa. C'est des groupes qui viennent enlever des gens, et ces groupes-là viennent du Nigeria. Elles ont été finalement libérées, les lycéennes, rappelez-nous. Il y a une grande partie, il y a une bonne centaine qu'on n'a jamais retrouvées. Voilà. On les a jamais retrouvées. Grosso modo, elles étaient 272 au départ à peu près, et on a libéré 120 environ. Et il y en a beaucoup plus qui ont été kidnappés depuis. C'est ça la vraie tragédie. Par la suite, oui. Alors comment expliquer que Buhari, donc le précédent président, lui avait fait toute sa politique là-dessus, sur la lutte contre Boko Haram? C'est la grande déception. L'une des grandes déceptions. Nicolas, allez-y. Il était censé être le militaire qui a même fait dans les années 80 la War on Indiscipline. C'était censé être la personne qui allait retourner le Nigeria vers les bonnes pratiques. Et finalement, on a vu le contraire. C'est vrai que c'est une période où, dans le Sahel, ça se complexifie avec d'autres groupes qui ont émergé. Il faut ajouter à ça le lac Tchad qui disparaît,
qui pousse des centaines de milliers de jeunes à la rue, qui n'ont plus leur possibilité économique d'auparavant. Mais quand même, Buhari n'a pas gardé l'appareil sécuritaire en bon état. Il faut du training, il faut bien les payer et surtout, il faut enlever la corruption, comme tu le disais, qui gangrène tout le système. Donc, c'est la corruption. Comment, enfin, justement, Tinubu, c'est quand même un des grands défis qu'il doit relever. Est-ce qu'il peut parvenir au moins à contenir la croissance de ces gangs, enfin, je ne sais pas si on peut les appeler des gangs, de ces groupes armés? C'est sur cette question que Tinubu sera jugé, en tout cas principalement. Avec l'économie, bien sûr. Aujourd'hui, le bilan que lui lègue Buhari n'est pas flatteur en matière de sécurité. Buhari, en 2015, a été élu sur l'espérance qu'il règle au moins la question de sécurité. Un ancien général à Poigne qui a pris le pouvoir, qui a fait le coup d'État de 1984, à l'époque, qui a donné... Bon, les gens l'ont élu avec cet espoir-là, à l'époque. Mais au final... comment Tinubu peut-il réussir là où il a échoué, du coup? Ça, c'est un vrai défi. On attend de voir. Peut-être que Tinubu, ce que Buhari n'a pas réussi à faire, c'est mettre fin à la corruption qu'il y a dans l'appareil sécuritaire. Parce qu'au Nigeria, c'est inimaginable pour nous autres. Mais l'argent qui est investi dans la sécurité, c'est $1 milliard. Je sais que, par exemple... Mais ça, c'est de l'investissement public? C'est de l'argent public. Mais est-ce que le débat ne se trouve pas au niveau du volume? Ça se trouve au niveau de la qualité. Est-ce que cet argent est effectivement investi dans la sécurité? Puisque Nicolas parlait des motivations des soldats, ça, c'est une vraie question. Et si jamais Tinubu réussit, comme il a fait à Lagos, le pari de mieux gérer l'argent de la sécurité, et de demander des comptes à accountability, comme on dit là-bas, de demander des comptes par rapport à la gestion de l'argent de sécurité, il aura fait un pas vers la résolution. Il a réussi à Lagos de faire... Parce qu'on dit beaucoup que la sécurité à Lagos, c'est pas vraiment ça. C'est dangereux, Lagos. Oui, Lagos est devenu dangereux et de plus en plus dangereux au fur et à mesure des années qui passaient. Donc ce n'était pas à l'époque où Bola Tinubu était le gouverneur de Lagos qu'on peut dire que Lagos était très assujetti à tous ces problèmes d'insécurité. Ça, il était là entre 1999 et, donc lui a plutôt bien géré. Et 2007. À cette époque-là, Lagos était quand même une très bonne ville il faut lui donner ça. À vivre. Oshodi était très dangereux dans les années 90. Donc là, Lagos s'inscrit dans le mouvement général d'accroissement de l'insécurité que Cédric expliquait tout à l'heure. Mais Lagos a l'avantage d'être très éloigné du foyer principal de cette insécurité qui est au nord du Nigeria. Donc Lagos bénéficie un peu de ça. Je peux dire aujourd'hui que Lagos n'est pas... Le problème de Lagos, c'est des problèmes de crimes crapuleux. Des crimes crapuleux, de vol de ceci, cela, d'attaques dans les gares, etc., pour voler des choses, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué au nord, où il y a des prises d'otages, des kidnappings, tous les jours, et des centaines de millions de naira qui doivent échanger des mains pour que ces otages soient libérés. Et donc, ça, c'est quotidien au nord. Donc ça, c'est un défi. On va lui demander, enfin en tout cas les Nigérians, j'imagine, vont lui demander des comptes là-dessus. L'économie, c'est une puissance pétrolière. Hein, je le disais, le Nigeria, première puissance pétrolière d'Afrique, des ressources en hydrocarbures exceptionnelles, des réserves de pétrole qui représentent 35% des réserves de brut du continent africain, près de 80% des réserves de l'Afrique subsaharienne. Mais alors, d'après ce qu'on dit, un quart, Nicolas, je parle évidemment sur votre temps, un quart de la production est volée par la mafia. Ils ont découvert ça il y a 6 mois, qu'il y avait des il y a 6 mois seulement. Des pipelines mystérieux qui ont été découverts. Et ils ont en effet découvert que le quart était volé. Les gens disent que c'est beaucoup plus et que c'est un système qui existe depuis une quarantaine d'années. C'est pas nouveau, mais ça s'est vraiment accéléré sous Buhari. Et c'est dommage parce qu'il y avait des moments dans ces années qu'on vient de passer, par exemple, où le baril était assez haut. Donc tout cet argent-là aurait pu aider le Nigeria à faire face à ces défis, à créer de l'emploi, mais non, c'est tombé dans les mains de finalement peut-être 1000, 2000 personnes.
Il y a un paradoxe, quelque chose de totalement irrationnel au Nigeria. Le Nigeria est le premier pays africain producteur de pétrole. En même temps, le Nigeria importe l'essence. Parce que il y a un système qui a été mis en place qui fait que le Nigeria n'a pas de raffinerie. Elle n'a jamais pensé à en construire. Quand le brut est exporté, ça permet à la mafia de profiter sur les exportations, de profiter pour faire des magouilles. C'est récemment seulement que Dangote a construit une usine qui va permettre de raffiner. Et cette absence de raffinerie a été faite volontairement pour permettre aux gens, à l'élite politique, militaire, de continuer à frauder, etc. Et on se retrouve... C'est tout un système. C'est tout un système. On se retrouve dans un pays comme le Nigeria avec des pénuries de carburant où les gens sont obligés de se réveiller à 5 h du matin, à 3 h du matin pour aller chercher du carburant. Parce qu'il y a toute une ingénierie de la production et de la fraude. Il y a 4 raffineries. 4 raffineries pour un pays qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas, ou qui sont à peut-être 15% de leur capacité installée pour les raffineries qui sont du côté de Port Harcourt et de Warri, que je connais. Bon, ça ne dépasse pas 15% quand ça marche. Et il y a une grosse raffinerie dans l'état de Kaduna au nord qui ne fonctionne plus depuis, ça peut faire 20 ans, mais on continue de maintenir le staff et de les payer. Donc, c'est totalement irrationnel. Alors, ces 4 raffineries, 2 à Port Harcourt, 1 à Warri, une à Warri et une à Kaduna, devaient suffire largement pour répondre aux besoins nationaux. Et ça n'a pas fonctionné. D'où la construction passe au richissime, le premier industriel le plus riche de l'Afrique, Dangote, d'une immense raffinerie. Qui va pouvoir... Donc ça, c'est le projet de Dangote. C'est fait. La raffinerie a été inaugurée. Et on ne sait pas... L'homme le plus riche du Nigeria, pour le replacer, qui est dans l'industrie du pétrole, Dangote. Allez-y, Mais je pense qu'on peut être assez négatif sur l'économie au Nigeria, parce qu'aujourd'hui, ça va très très mal. Il y a la même mafia qu'on retrouve dans l'énergie autour du Naira, la devise. Mais du coup, je pense qu'on peut regarder ça d'un autre côté et dire, finalement, pour remettre ce pays qui a tellement de grands groupes industriels qui marchent, même avec toutes les difficultés, qui a un potentiel de fou dans l'agriculture, dans la logistique, dans tout ce qui est manufacturing sur place. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas de beaucoup pour libérer le Nigeria. Ah oui, non, libérer le Nigeria de ses contraintes, de corruption. Absolument. Non, le Nigeria est quand même la première. Le Nigeria, c'est un miracle. C'est quand même, malgré tout ce qu'on vient de décrire, la première économie du continent. C'est ça. Parce qu'il y a une capacité, au Nigeria, une capacité à faire du business que l'on ne trouve pas ailleurs sur le continent. J'allais y venir, justement. Ce business, cette philosophie business, ce business mind, enfin cet esprit très business des Nigérians qu'on retrouve esprit d'entreprise qu'on retrouve à la fois dans toutes les industries culturelles. Donc, je parlais de l'afrobeat, Hollywood, les startups. Donc, en fait, est-ce qu'ils renoncent, ces jeunes qui se lancent dans les startups, qui sont entrepreneurs, à ce que l'État, finalement, les protège et finalement, ils font sans ça? Est-ce que c'est ça un peu En fait, à la différence de beaucoup de pays africains où l'ambition c'est de devenir fonctionnaire et d'aller pour avoir un salaire à la fin du mois, il y a chez les jeunes Nigériens une créativité, un esprit d'entreprise qui est poussé par l'environnement dans lequel on trouve beaucoup de start-up, on trouve aujourd'hui des technologies à Abuja qu'on trouve dans les grandes villes. Et ça, je pense que c'est un avantage que le Nigeria a qui explique comment le pays est devenu la première puissance économique du continent, loin derrière les autres pays qui donnent l'impression d'être mieux structurés. Emmanuel Liga, d'où vient-il cette espèce d'esprit d'entrepreneuriat? Je crois que c'est inné. C'est inné chez les Nigériens. Oui, on l'a dans le sang. Et tous les Nigérians disent ça. C'est l'ADN du Niger. Bon, c'est pas le même. Chaque région a ses spécialités. Les Ibo, par exemple. Ils fonctionnent avec les pièces détachées, avec la pharmacie, avec l'automobile, ce que vous voulez. Il y a une grosse usine de fabrication, pas d'assemblage, mais de fabrication d'automobiles, Innocent, au sud-est, chez les Ibo, un Nigérian qui produit des beaux véhicules qui peuvent rivaliser avec ce qu'on a ici.
vous allez chez les Yoruba, c'est aussi la pharmacie, c'est les finances, les grandes finances et tout ça. Et au nord, bon, on a toute cette partie que vous expliquiez tout à l'heure, le change de Naira, tout ce qui est commercial. C'est les Hausa, Fulani, les pôles du nord. Donc, chacun s'est spécialisé et les parents enseignent ça aux enfants. En fait, ils ont fait des dynasties d'entrepreneurs. Ouais, c'est un peu ça. C'est automatique, ça, c'est spontané chez le Nigeria. Non, par exemple, on voit que comme l'économie du Nigeria est essentiellement bâtie sur le pétrole et qu'il n'y a pas beaucoup, le taux d'imposition est peut-être un des plus faibles, les gens ont appris à se passer de l'État. À construire eux-mêmes, les gens ont appris à se passer de l'État. Oui, mais quand on ajoute un peu d'État, on peut aller très très loin. C'est ça. On ne le sait pas, mais le gouvernement de Lagos State a financé la fibre pour Yaba, qui est une banlieue de Lagos. Il y a 10 ans, a financé le fibre optique. La fibre optique, oui. Et 10 ans plus tard, on voit des géants de la tech émerger de Yaba. On parle de Yabacon Valley, parce que c'est vraiment de là où sont nés les grands groupes de tech du Nigeria. Donc voilà une bonne décision politique qui effectivement aide. Donc si on pouvait ajouter juste un peu d'investissement, je pense que le Nigeria va exploser, dans le bon sens. Oui, mais c'est là où le bas blesse, parce que le Nigeria, pendant longtemps, a attiré le plus d'investissements directs. C'était la première destination étranger direct. Et là, le Nigeria est tombé très bas. Donc, je ne sais pas, on est au 3e ou 4e position. Il y a encore. Oui, mais il est peut-être à un moment où effectivement... Le Nigeria n'est certainement plus la première destination. Voilà. Donc, et il y a une pauvreté, j'ai vu 90 millions de pauvres au Nigeria, donc le pays s'appauvrit. Les Nations Unies, officiellement même, ont déclaré que le Nigeria était la capitale de la pauvreté au monde. Ça, c'est l'expression choc que les Nations Unies, peut-être pour provoquer l'électrochoc chez les responsables nigérians. Que le Nigeria est devenu le lieu de concentration du plus grand nombre des pauvres au monde, de ceux qui vivent en-dessus du seuil de la pauvreté, malgré tout ce que vous décrivez. Oui, ça peut se comprendre aussi, parce que le Nigeria, c'est 215 millions de personnes. Donc, si on dit que 60%, puisque le seuil de pauvreté, 60% environ de la population vit au-dessus du seuil de pauvreté, à cause de la mauvaise répartition de richesses. Mais il y a cet espace de business que l'on vient d'évoquer, et il y a aussi des marges de manœuvre si l'élite politique et militaire du Nigeria serait saisie, mais de l'ordre, comme vous avez dit, le Nigeria a un potentiel. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, des Chinois, des Turcs, des Indiens qui se bousculent dans des grands hôtels à Abuja. Alors, ça fait beaucoup de défis à relever pour Tinubu. Un mot peut-être de politique pour en revenir à la puissance régionale du Nigeria. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas partie des BRICS, Emmanuel Iga? C'est tout simplement, à mon avis... On le place comme pays émergent, le Nigeria. C'est la situation intérieure qui crée ce problème du rayonnement, de la crédibilité du Nigeria sur la scène internationale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal dans beaucoup de secteurs au niveau national. Et l'Afrique du Sud, qui est partie, elle a ses propres problèmes, mais au niveau des secteurs industriels, etc. Par exemple aussi, ce qu'on vient de voir avec ces élections. L'Afrique du Sud n'a jamais eu des élections qui se sont terminées dans une sorte de fiasco, comme on vient d'avoir au Nigeria. Alors là, on voit que Atiku Abubakar... Tout ça est pris en compte dans la formation de ce genre d'organisation comme les BRICS. Atiku Abubakar, arrivé donc deuxième, lui, il dénonce à l'instant un viol de la démocratie. Donc, il y a beaucoup de contestations autour de ce scrutin encore, Nicolas. Oui, il y en a, mais je pense que quelque part, et c'est peut-être pas une opinion populaire, quelque part, le Nigeria a déjà gagné avec ce candidat Peter Obi qui a cassé les deux anciens partis. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Peter Obi fait maintenant? Est-ce qu'il se lance dans l'opposition? Et si oui, est-ce qu'il crée un vrai mouvement? Est-ce qu'il fait de son parti, le Labour Party, un vrai parti qui demande des comptes au pouvoir? Est-ce qu'on se transforme au Nigeria dans un pays où les comptes sont
scruter ou donc c'est-à-dire est-ce qu'il va se transformer en un vrai parti d'opposition qui va pouvoir demander des comptes à Tinubu? Non, c'est exact que Peter Obi, maintenant on va regarder aussi le poids qu'il aura au niveau des autres différents. Donc si je comprends bien, c'est vraiment lui qui incarne l'espoir de la jeunesse. Absolument, c'est le candidat des réseaux sociaux, comme il a été dit, c'est le candidat de la jeunesse. Beaucoup ont voté pour lui. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde son score avec celui de Atiku qui est arrivé deuxième, qui est quand même un vétéran de la vie, puisque c'est la 6e fois qu'il se présente, la différence n'est pas très grande. Elle est de 4 à 5% entre Atiku et Peter Obi. Ça veut dire que Peter Obi peut capitaliser, puisque son électorat, c'est un électorat beaucoup plus jeune, entre 18 et 34 ans, qui représente 40%. Ça veut dire qu'à l'avenir, il faudra compter avec Peter Obi. Mais ce qui est important, c'est le poids qu'il aura déjà pour peser sur les différentes décisions qui vont être prises dans les prochains jours. Il va peser, si on peut mettre des chiffres un peu dans ce que vous dites, que Peter Obi a déjà réussi avec le Nigeria en cassant cette sorte de bipolarité entre APC et PDP. Le parti Labour qui a récupéré, disons, Peter Obi à la dernière minute, a réussi, grâce à Peter Obi, à gagner 6 places de sénateurs au Parlement, donc à la Parlement donc il a le vent national, et il a battu Tinubu à Lagos. Et 30 députés. Donc, il a gagné Lagos. Il a déjà, il s'est déjà doté d'une puissance de frappe au niveau législatif. Donc voilà, la démocratie, un viol de la démocratie, dit Aboubacar, mais à vous écouter, il y a quand même de la démrécie, enfin, ça fonctionne. Ah oui, non, mais moi-même, dans le bricolage, je suis d'accord avec Nicolas, dans ce bricolage-là, il y a tout le miracle nigérien. Et habituellement, nous tous, on retenait nos souffles en disant que, oh là là, parce que vous savez, il y a même eu des velléités de report. Les gens ont pensé que les conditions n'étaient pas réunies. Finalement, les élections se sont réunies. Finalement, on n'a pas, comment dire, on n'est pas arrivé à la catastrophe qu'on espérait. Et donc, un mot avant de terminer sur le Commonwealth. Il appartient au Commonwealth, le Nigeria. Oui, il continue. Est-ce qu'il veut en sortir? Non. Non, c'est sûr, parce que enfin, il n'y a pas de mouvement qui voudrait un peu s'émanciper de. Il est le pays le plus peuplé pas le plus peuplé en Afrique, hein, du Commonwealth. Ça, c'est des lieux de lobby politique. Oui. Ça, hein. Et surtout, on a toujours besoin de ça. Oui. Et d'ailleurs, le Commonwealth a donné l'exemple aux pays francophones pour fonder l'organisation internationale. Mais il est contesté le Commonwealth. Dans de nombreux pays. Mais la relation dans le Commonwealth n'est pas horizontale, elle est presque verticale. La Grande-Bretagne peut être contestée dans le Commonwealth. Ce n'est pas exactement ce qu'on trouve à la francophonie. Hein. La relation est un peu... Et ça, les relations entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies ne sont pas aussi problématiques que ce qu'on a, nous. Oui, mais avec la mort, vous savez, avec la mort de la reine Elisabeth II, on a beaucoup dit, attention, le Commonwealth risque de moins tenir. Au Nigeria, on ne conteste pas. Pour Bola Tinubu, il est maintenant politiquement très très fragile. Il y en a 1 sur 10 au Nigeria qui a voté pour lui. C'est très peu. Il est fragile. Il a besoin de tous les alliés qu'il peut avoir. Il ne va pas se mettre en frontal avec le Royaume-Uni, ni avec d'autres membres du Commonwealth. Je ne pense pas. Et la population nigériane, elle, il n'y a pas d'opposition anti-Commonwealth? Non. Je crois qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les semaines et les mois qui viennent, enfin pas plus de 2 mois, nous allons avoir de beaux jours sur le plan des batailles juridiques. Il y a une bataille qui s'annonce forte quand même dans la contestation. Très beau à voir. Il ne va pas se laisser faire. Pourquoi vous dites ça va être très beau à voir? Parce qu'en fait, vous souhaitez que... Oui, bon, s'ils peuvent le mener, ça fait partie du jeu démocratique. Mais une fois qu'il est élu, ça fait partie du jeu démocratique de contester derrière? Il confirme son élection en gagnant le procès qui sera... En tout cas, ça va faire le jeu des avocats qui vont gagner beaucoup de millions. Peter Obi a gagné sa première élection comme gouverneur de l'État d'Anambra et ça a été cassé. Il n'a pas pris l'effectivité du pouvoir que 2 ans, 3 ans après une grosse bataille juridique, mais vous dites, Emmanuel Gars, il faut que ça bouge, il faut que ça bouillonne, il faut que ça fasse du bruit, mais au final, c'est Tinubu qui a gagné. Il gagnera. Il restera. Un mot sur l'ambition du Nigeria de rentrer au Conseil de sécurité des Nations Unies, ça faisait partie des sujets? Oui, je pense que, en tout cas, le débat tel qu'il se pose en Afrique, que si jamais l'Afrique franchissait la première étape d'avoir un siège permanent, parmi les prétendants sérieux, il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria a des ambitions d'être le candidat de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité. Mais maintenant,
faut-il encore franchir le premier pas que l'Afrique ait un siège de membre permanent au Conseil de sécurité? C'est pas encore gagné. Il y a 10 ans peut-être, quand le Nigeria pesait dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'époque de Obasanjo par exemple, où l'armée du Nigeria s'était un peu gardé la paix dans la région, oui, ça aurait été beaucoup plus crédible cette candidature. Aujourd'hui, le Nigeria est malheureusement beaucoup moins présent dans les forums. Sur la scène internationale. Il est moins présent qu'à l'époque où il y avait la dictature militaire, c'est ça que vous Non, dites? non, non, la démocratie. La démocratie avec... C'est le deuxième, le retour d'Obasanjo comme... Le retour de Obasanjo qui a été élu ensuite. Mais ce que tous les Nigériens s'accordent à dire, y compris dans les milieux des diplomates, c'est que la politique internationale du Nigeria est vraiment en berne. Il y a la politique, la diplomatie nigériane est en berne en ce moment. On n'a pas, en tout cas sous Buhari. Oui. Il faut qu'Atiku qu'il galvanise ça et qu'il remette... Tinubu. Bon, Atiku en parlait beaucoup. Lui, il parlait beaucoup de ce rôle. Atiku qui est arrivé deuxième. C'est pour ça que Atiku a beaucoup axé sa campagne sur la puissance régionale. Oui, parce que là ça se comprend parce que Buhari est venu avec une sorte de slogan « Le Nigeria Fest ». Donc toute sa politique, par exemple, ce qui était complètement contraire même au droit sous-régional, il avait formé les frontières avec les voisins. Et Buhari avait pris la décision de fermer en disant que ce n'est pas dans l'intérêt du Nigeria qu'on mette du riz, etc. Et ce repli sur soi du Nigeria a fait que le Nigeria a beaucoup perdu au plan de son rayonnement sous-régional. Avant, c'était, comme vous l'avez dit, ECOMOG, les forces du Nigeria qui étaient parties en Sierra Leone et Libéria pour rétablir la démocratie, etc. Mais tout ça, Buhari a abandonné en disant que ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est le bien-être du Nigeria. Et à la fin, bon, on s'est retrouvé dans ce schéma où... Et ça sera la politique de Tinubu, a priori, Nicolas, de ce repli sur soi-même, peu d'ambition à l'extérieur, peu d'ambition de puissance. Il est beaucoup plus externalisé, on peut dire, internationalisé dans l'esprit. Il a beaucoup voyagé. Ah oui, Tinubu, donc, Buhari. Il voudrait, je pense, repartir aux États-Unis. Donc, je pense qu'il sera totalement différent à Buhari. Là, je ne pense pas qu'il y aura de similarité du tout. Mais il va essayer de donner un rayonnement. Il a dit quand même qu'il continuera là où Buhari aura arrêté. Bon, il continuera la politique de Buhari. Sur le rayonnement à l'extérieur, c'est ça que vous voulez dire? Non, sur l'ensemble de sa politique. Donc il reste dans la continuité. Il reste dans la continuité. Moi, il l'a dit pendant la campagne. Moi, je suis rester dans la continuité tout en y mettant ses touches personnelles pour faire un peu différemment. Mais il l'a dit. Bon, maintenant, on espère qu'il ne le fera pas. Je suis plus proche de Nicolas dans ce débat parce que, ayant vécu longtemps en exil à cause de la dictature, il est plus sensible, il va être plus ouvert que Buhari au monde extérieur et ça permettra au Nigeria de retrouver son leadership sous-régional parce que le Nigeria, c'est 65% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, Bola Tinubu, donc élu président Nigeria. On voit donc à l'issue de ce débat qu'il va y avoir de la contestation, ça va s'agiter, mais a priori, c'est tout de même lui, le nouveau président nigérian. Merci beaucoup, Nicolas Norbrook, d'avoir été avec nous. Merci, Emmanuel Iga. Merci à vous, Sédik Abba. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.